Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce cours qui va nous permettre de pouvoir définir ensemble les principes sur lesquels reposent les lois de la sanctification du moi élaborées par Maïmonide. Il est vrai que quand on commence ces lois, on peut considérer que ce sont les lois qui sont en vérité les plus compliquées abordées par Maïmonide. Parce qu'on va dire que toutes les lois qui concernent le shofar, le lulav, etc., ce sont des lois finalement que nous pratiquons au jour le jour. Donc, matériellement parlant, ce sont des concepts que nous avons l'habitude d'utiliser et de pratiquer. Par contre, lorsqu'on commence à parler de sanctification du moi, on commence à parler de soleil, de lune, de planètes et de degrés, de position, d'inclinaison, de référentiel, ce sont des concepts qui sont, pour la plupart des gens, étrangers et difficiles à assimiler, mis à part pour quelques physiciens, et du reste, nous en avons parmi nous. Ce que je voulais vous préciser déjà avant, c'est que, évidemment, toutes les lois de ces prakim, ces chapitres, eh bien, elles reposent sur un principe clair et sur un référentiel clair, qui est le référentiel qu'on appelle le référentiel géocentrique. C'est le référentiel, historiquement parlant, qui était celui élaboré par Ptolémée, qui ensuite a été réfuté par Galilée, qui a été, on va dire, discuté par Newton, qui a été repris avec la théorie de la relativité. Je ne suis pas un physicien, donc j'aurai beaucoup de mal à vous parler avec précision de ces choses-là. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, en quelques mots, et sans rentrer finalement dans ce débat référentiel héliocentrique ou géocentrique, c'est qu'à plusieurs reprises, les gens ont questionné le rabbi pour savoir est-ce que c'est admissible, d'accord, de considérer aujourd'hui le référentiel géocentrique, la Terre autour et mouvement circulaire des planètes, y compris le Soleil et la Lune, qui tournent autour de la Terre, comme quelque chose qui est plausible aujourd'hui. La réponse formulée par le rabbi, lorsque cette question lui a été posée, est une question, et le rabbi a dit que c'était une question finalement de référentiel. Il a dit que jusqu'à aujourd'hui, en physique, il est difficile de pouvoir admettre qu'en deux éléments gravitent l'un autour de l'autre, de savoir lequel est en mouvement de façon précise et lequel est fixe. À partir de là, comme il est compliqué de définir cela, qui peut savoir réellement qui est en train de tourner et qui est immobile? Et lorsque la théorie héliocentrique dit que le Soleil est immobile et que la Terre tourne autour, elle préfère penser que c'est le Soleil finalement qui est immobile et que c'est la Terre qui tourne autour. Mais pourquoi le rabbi dit, mais pourquoi ne pas retenir comme acquis le référentiel qui est celui que nous avons depuis toujours, le référentiel de Ptolémée, repris également par Rambam, mais évidemment basé sur la Torah, comme on va le voir en quelques mots ensemble, que c'est finalement la Terre qui est au centre et que c'est le Soleil qui est en train de tourner autour de la Terre, y compris les autres planètes. Je vous ai dit que, finalement, ces références, qu'on a définies comme les références qui ont été publiées et retenues comme celles de Ptolémée, elles sont à la base retenues par la Torah. Alors, j'aimerais vous citer quelques sources de la Torah, avant de commencer à aborder le sujet concret, mais déjà que vous puissiez avoir un panorama peut-être plus clair sur les idées que nous allons avancer et sur quels référentiels elles sont basées, des mots de la Torah qui nous permettent d'affirmer, d'après Maïmonide, que c'est bien la Terre qui est au centre et c'est le Soleil qui tourne autour. Sefer Bereshit. Je vous cite les différentes sources de la Torah, comme ça vous les avez. Dans le Sefer Bereshit, il est écrit Hashemesh Yatsa ala Haaretz. Il est écrit que c'est le Soleil qui est sorti sur la terre.
priori, Rambam et les sages déduisent de là que puisque c'est le soleil qui sort sur la terre, c'est bien le soleil qui est en mouvement et la terre qui est fixe. Et à plusieurs reprises dans la Torah, on parle de la terre et on parle du soleil. Mais lorsqu'on parle de mouvement, à aucun moment nous sommes en train de parler que la terre est en mouvement et que le soleil est immobile, mais c'est bien le contraire. Deuxième référence, vous savez, quand Yaakov est arrivé dans l'endroit, effectivement, où il s'est arrêté pour se reposer sur le mont Moria, en allant en direction de Laban, il est écrit « Vaïvga bamakom » Vayal Enshan, il s'est endormi là-bas, qui bat à Shemesh, car le soleil arrivait. On parle encore de mouvement du soleil. Il est écrit dans le Sefer Isaïe, Vatashov à Shemesh, Eser Maalot, Be Maalot Asher Yarada. Le soleil est arrivé de 10 degrés. Autrement dit, le soleil a bougé de sa trajectoire de 10 degrés. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est très intéressant. Quand Isaïe fait référence d'un mouvement circulaire du soleil en parlant de degrés, c'est effectivement des principes que nous allons aborder ensemble tout à l'heure. Quatrième référence, il est écrit que lorsque le peuple juif était dans le Jourdain, Dieu a arrêté le soleil, Shemesh Begivon Dom, autrement dit, Dieu a arrêté le mouvement du soleil. Et une dernière référence, dans Kohelet, Ve'aretz Leolam Omedet. Il est écrit là-bas que la terre, c'est le roi Salomon qui a dit ça, il a dit Dor Olech et Dor Ba, une génération vient, une génération part, Ve'aretz Leolam Omedet, et la terre reste toujours fixe. Il continue, Ve'zarach HaShemesh, il est écrit que le soleil s'est levé, ou Ba HaShemesh, et le soleil a avancé. De toutes ces références-là, on voit qu'à chaque fois dans la Torah qu'on parle de soleil, on parle de soleil en mouvement. Et quand on parle de terre, on parle de terre fixe. Voilà les références sur lesquelles se base la Torah pour nous dire que le référentiel à retenir et tous les calculs mathématiques et physiques que fait Maïmonide, en très bon astronome, reposent sur le principe du référentiel géocentrique, avec la Terre au milieu et tout qui gravite autour. Je vais remettre en mouvement ce que vous avez à l'écran et je vais commencer effectivement à vous dire en introduction les choses que nous allons expliquer. Ce soir, on va parler de principes généraux, comme on l'a dit. On va parler de mouvement. On va parler du temps avec lequel on peut estimer le déplacement du Soleil, le déplacement de la Lune, le déplacement des autres astres, des autres planètes. On va également estimer le principe de l'année embolismique, dans quel cas la Torah décide de rajouter un 13e mois et pourquoi. On va également parler de différences, l'été, l'hiver, les saisons, le coucher, le lever du soleil. Et on va essayer au moins de poser des principes sur ces choses. J'aimerais évidemment vous expliquer d'abord ce que nous avons à l'écran. Comme vous le voyez, on n'a pas ici fait apparaître les différentes planètes qui gravitent également autour de la Terre, parce que finalement, ce dont nous allons nous intéresser maintenant, et c'est finalement ce qui est intéressant lorsqu'on parle de sanctification du mois, c'est la Terre, la Lune et le Soleil. Comme vous le voyez ici, on a donc la Terre au centre, la Lune et le Soleil. Et on a tout autour, on a l'impression, quand on regarde comme ça, on a l'impression d'avoir, en tout cas, 12 noms différents. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est le symbole que représentent ces différents noms? On y reviendra un tout petit peu plus tard. Mais ce qui est important de retenir, c'est de partir sur une base très claire qu'il est important d'avoir en tête. Rambam, dans le 3e chapitre des lois, d'accord,
de Yesodé à Torah, des fondements de la Torah, Maïmonide nous dit que le soleil tourne autour de la Terre, que la Lune tourne également, et que les autres planètes tournent également autour de la Terre. Mais Maïmonide nous dit que, hormis cela, hormis tout ce qu'on a vu ici, il y a ce qu'on appelle le Galgal Yomi. Que veut dire Galgal Yomi? Ça veut dire le tour quotidien. Autrement dit, la force divine fait en sorte que chaque jour, le Soleil, la Lune et toutes les autres planètes fassent un tour complet, d'accord, autour de la Terre. Est-ce qu'ils reviennent exactement à la position initiale? On va en parler. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle le principe du Galgal Yomi, le tour quotidien. Donc, tout tourne autour de la Terre chaque jour en faisant un tour complet. Ça, c'est le premier principe qu'il est important d'avoir en tête lorsqu'on s'apprête à commencer à étudier ces différentes lois. Le Soleil, il tourne, la Lune, elle tourne. En combien de temps? On va le voir. Mais ce qui est sûr, c'est que si je prends de façon générale tous les astres autour de la Terre, par la force divine, ils font tous un tour en 24 heures autour de la Terre. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser à la différence entre ce Galgal Yomi, c'est-à-dire ce tour quotidien dont on a parlé, de tous les astres, et on va le différencier de ce qu'on appelle le Galgal Hashemesh, c'est-à-dire le tour que fait le Soleil. Je refais bouger l'image. Ici, vous voyez, a agrandi le Soleil. On peut considérer que ce que vous voyez à l'écran qui est agrandi, c'est ce qu'on appelle le Soleil. Le Soleil, on le sait, il tourne, d'après ce qu'on a dit, autour de la Terre. En même temps que toutes les planètes, on l'a dit, en 24 heures. Mais hormis ce tour que le Soleil est en train de faire, avec toutes les autres planètes, le Soleil, il est également en train de tourner lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous regardez bien l'image, vous voyez que le tour que le Soleil est en train de faire avec les autres planètes, il est de l'est vers l'ouest. Ça veut dire, imaginez qu'on se trouve ici au Mazal Shor, vous voyez, en haut, à droite, eh bien, on peut considérer que le tour que le Soleil fait avec toutes les autres planètes, c'est le tour inverse de celui des aiguilles d'une montre. Donc, il va remonter. Gémini, Cancer, Léo, Virgo, etc., etc. Et donc, finalement, le tour complet qui est fait par les planètes et par tous les astres chaque jour est un tour qui va de l'est vers l'ouest. Ça, c'est concernant le Galgal Yomi, le tour quotidien, en 24 heures. Ce qui est intéressant, et qu'on vient de dire, c'est que le Soleil a lui aussi son propre tour. Quel est le tour du Soleil? Eh bien là, vous le voyez à l'image, le Soleil, il est en train de tourner en même temps que les autres planètes, et donc il fait son tour. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Soleil, mis à part ce qu'on vient de dire, il a aussi un tour à lui. Mais son tour, il est dans la direction opposée, d'accord, de celui du Galgal Yomi. Le tour quotidien avec tous les astres, c'est de l'est vers l'ouest. Mais le tour du Soleil qu'il est en train d'accomplir, c'est de l'ouest vers l'est. Ce qui fait qu'on a deux tours qui s'opposent. Un mouvement du Soleil qui est avec toutes les planètes de l'est vers l'ouest, et un mouvement opposé du Soleil qui est le mouvement de l'ouest vers l'est. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on a l'impression,
quand on regarde le mouvement du soleil, et on va le voir après avec les degrés, c'est que le soleil, il n'arrive jamais à faire un tour complet en 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il est retenu par une force qui le fait faire son propre tour dans le sens inverse. Et donc, il y a toujours un décalage qui se crée, d'accord, à chaque fois que on est en train de voir le mouvement du soleil. Je vais juste faire épingler la vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Hop, je me remets un instant. Alors, tout le monde voit bien la vidéo au milieu, au centre, c'est bon? Très bien. Donc, on a deux mouvements opposés. On reviendra après graduellement parlant pour vous donner l'impression que ça donne. Maintenant, il n'y a pas que le soleil qui fait ça, qui a un mouvement opposé. La Lune, elle a exactement le même mouvement. Elle a un mouvement, elle aussi, d'accord, qui est de l'est vers l'ouest, avec tous les autres astres, mais elle a aussi son propre mouvement, son mouvement qui la conduit, d'accord, vous la voyez ici, la Lune, on clique dessus, son mouvement avec tous les autres astres, en 24 heures, elle fait le tour, mais elle a aussi son propre mouvement, et le propre mouvement de la Lune, c'est le mouvement inverse. Et le mouvement inverse de la Lune, c'est quoi? C'est également de l'ouest vers l'est. Et donc, le Soleil et la Lune, ils tournent non seulement avec tous les autres astres dans une direction, mais ils tournent aussi dans la direction opposée. Et c'est pour ça, comme on va le voir maintenant, qu'il y a un décalage à chaque fois entre le mouvement du Soleil et le mouvement de la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune, tout en faisant son propre tour, elle va malgré tout plus vite que le Soleil. Vous allez le voir ici à l'écran. On va le faire apparaître. Donc là, vous avez effectivement le Soleil, la Lune qui gravite autour de la Terre et autour des astres. Et là, vous allez voir que nous allons nous arrêter dans une position qui est celle où le Soleil, la Lune sont directement en ligne, direct avec la Terre, dans ce qu'on appelle le Mazal Talé. C'est ici, le lion. Pourquoi? Ariz, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut considérer, et vous le voyez, que au moment où Dieu a créé le monde, le premier Nissan, la Terre et la Lune étaient alignées, la Terre, le Soleil, la Lune et la Terre étaient alignés à 0 degré puisqu'ils n'avaient pas encore commencé à tourner et qu'ils étaient au Mazal Tali. Et on considère que le début d'une nouvelle année, Rosh Chodesh Nissan, c'est le moment où quand le Soleil et la Lune recommencent à tourner, eh bien, ils réatteignent ensemble, ou du moins ils sont censés atteindre de nouveau le Talé, cet endroit-là, Ariz. Je relance la vidéo et vous allez voir ici, on peut considérer ici qu'il est 7 heures du matin, par exemple, à Jérusalem, et on est Rosh Chodesh Nissan, il est 7 heures du matin à Jérusalem, voilà la position du Soleil et la position de la Lune. Que se passe-t-il si je considère maintenant que je vais commencer à avancer, d'accord, d'un jour, pour voir la position, un jour après, du Soleil et de la Lune. Je les fais avancer, je clique sur +1, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que, oui, Talé c'est Bélier, Talé c'est pas Lion. Parce que j'ai vu Ariz, donc ça m'a troublé. Mais vous voyez ici que le Soleil, il a fait son tour complet, il était sur le Mazal Talé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il a eu son propre tour, eh bien, il est revenu un petit peu en arrière. Et donc, du coup,
au lieu de revenir à 1, à 0, il a un décalage de 1 degré. À l'inverse, la Lune, elle a fait son tour, et une fois qu'elle a fait son tour, eh bien, elle aussi, elle a été décalée un petit peu, mais son décalage, on voit bien qu'il est quand même, malgré tout, plus important que celui du Soleil. Et donc, du coup, le Soleil est décalé de 1 degré, alors que la Lune, vous allez le voir ici, elle n'est pas décalée de 1 degré, mais elle est décalée d'environ une vingtaine de degrés. Le Soleil a fait son tour, vous le voyez à l'image, on le laisse apparaître, et il revient ici à sa position, et la Lune, elle, qui fait son tour, elle est décalée. La Lune est à 13 degrés, le Soleil est à 1 degré, et il y a donc 12 degrés d'écart dans le positionnement entre les deux. Et au fur et à mesure que j'avance, 10 jours après, et j'ajoute encore 10 jours, je vois bien que la position du Soleil, elle avance petit à petit dans tout ça, mais que la position de la Lune, eh bien, elle avance également, mais elle avance beaucoup plus vite. Ça veut dire que quand j'aurai le Soleil qui sera au Mazal Talé, la Lune, elle sera à Betula, elle sera à Vierge, parce qu'elle avance beaucoup plus vite. Il faut maintenant comprendre quelque chose. On est en train de parler de degrés depuis tout à l'heure. C'est quoi cette histoire de degrés? Comme vous voyez, lorsqu'on parle effectivement de circonférence, de tour, on sait très bien qu'un tour complet, c'est 360 degrés. Ces 360 degrés, on a dit tout à l'heure que toutes les planètes, elles tournaient autour de la Terre. Et puisqu'elles tournent autour de la Terre, lorsqu'on voit que les planètes, elles tournent pas à la même vitesse. On l'a vu avec le Soleil, on l'a vu avec la Lune. Elles ont chacune une vitesse qui est différente. Et donc, ce qui se passe, et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tous les 30 degrés, je regarde la position des différents astres dans l'espace, je me rends compte que je peux faire un tracé entre ces différents astres. Par exemple, je le vois ici au Mazal Talé, Bélier. Si je prends les points, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 points. Ça veut dire que je peux faire un tracé entre la position de chacune des planètes et des astres lorsqu'elles sont dans le Mazal Talé à 0 degré. Si j'avance de 30 degrés, la position, elle a bougé. Et du coup, je peux faire quelque chose qui ressemble à un shor, à un taureau, etc., etc. Et donc, du coup, ce qu'ont fait les Chachamim Akadmonim, les premiers sages, c'est qu'ils ont séparé les 360 degrés en 12. Et ils ont donné à chaque fois une position et un nom à chacune des avancées 30 degrés par 30 degrés. Du coup, quand on est dans la position de Mazal Talé, on peut considérer qu'on est proche de 0, plus ou moins 0 degré. Et donc, en avançant à près de 30 degrés, on est dans Shor, etc., etc., jusqu'à refaire le tour complet et passer par toutes ces noms, d'accord, de position des astres, pour en arriver, au final, à revenir à Mazal Talé, 12 fois 30 pour arriver à 360. Voilà pour expliquer un petit peu déjà le positionnement en termes de degrés. Et là, vous le voyez beaucoup mieux. Quand vous voyez la position du Soleil, vous voyez bien que le Mazal Talé, il est compris entre 0 et 30. Et le Mazal Shor, la position des astres taureaux, c'est entre 30 et 60, etc., etc. Et on aboutit après jusqu'à ce qu'on arrive à 330 et à 360, on arrive à la fin de Poisson et on revient à 0. Voilà sur quoi se base finalement
cette histoire de degrés. Pour éviter à chaque fois, finalement, Rambam, Maïmonide, dans ses lois, de devoir dire qu'on est à 1 degré, à 2 degrés, à 25 degrés, il utilise à la place du mot degré le nom du mazal. Et donc, du coup, quand la position du soleil elle sera entre 0 et 30, il ne parlera pas d'une position de 2 ou 3 degrés, mais il parlera du mazal talé. Et quand la lune, comme on le voit ici, elle sera à une position, on va dire, de 160, eh bien, Rambam dira, elle est dans le mazal Betula. Voilà comment Rambam définit la chose. Vous voyez ici, dans l'image, on voit que cela réapparaît ici maintenant de façon plus précise, effectivement, tout ce qui se passe avec les astres. On va maintenant arriver à parler des saisons. Maintenant qu'on a défini les planètes, qu'on a défini la place du Soleil, la place de la Lune et la distance qu'il y a entre les deux, ces 12 degrés qu'il y a à chaque fois entre le Soleil et la Lune, on va maintenant parler des saisons. Je me mets à l'emplacement des saisons que vous allez voir. Pour comprendre les saisons, il faut comprendre un principe essentiel. C'est qu'en fait, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, la Terre et les astres qui sont autour, ils gravitent, on l'a vu, autour, d'accord? Tout gravite autour de la Terre. Mais ça ne gravite pas en inclinaison droite. Ça gravite penché à plus ou moins 23,5 degrés. Ça veut dire que tous les mazalotes que vous voyez à droite, eh bien, ils sont à plus 23,5 degrés. Ça veut dire, tout simplement, que tant qu'on est finalement du côté est, eh bien, on est à plus 23,5 degrés. Par contre, quand on est du côté ouest, on peut imaginer que la circonférence, le tour, c'est un tour qui est incliné, et donc, du coup, sur toutes les 6 autres qui sont du côté ouest, les 6 autres mazalotes, eh bien, on se trouve à moins 23,5 degrés. Pourquoi c'est primordial de comprendre ça? Mais parce qu'en comprenant ça, on va comprendre finalement que quand le soleil se trouve du côté des 6 qui sont à l'est, il éclaire où? Puisqu'il est à plus 23,5 degrés, il éclaire sur le nord du globe. Alors que quand il est sur les 6 qui sont du côté ouest, puisqu'il est sur l'axe qui est incliné à moins 23,5 degrés, il éclaire sur la partie sud du globe. On voit bien ici le tour du soleil qui se fait, et on voit bien que là, il est sur les 6 qui sont en haut. Et dès qu'il bascule à partir de Sagittaire, il est sur les 6 qui sont après, et là maintenant, il est en train de tourner sur la partie sud du globe. C'est extrêmement important de comprendre ça, parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu les saisons. Pourquoi? Eh bien parce que, on l'a vu, à un moment, il est en haut, à un moment, il est en bas, mais quand il est dans le mazal talé, c'est-à-dire entre 0 et 30 degrés, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il éclaire à l'équateur, de façon fixe sur le centre, ce qu'on appelle en hébreu le kavam achevé, c'est-à-dire l'équateur. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir comprendre les rayonnements du soleil. Comment les rayonnements du soleil se produisent? Vous voyez ici à l'image, on a la Terre, et tout autour de la Terre, on a l'atmosphère. Les rayons du soleil sont extrêmement chauds. Et l'atmosphère, eh bien, il refroidit les rayons du soleil. Mais vous vous doutez bien qu'en fonction de la position que va avoir le soleil, s'il se trouve dans l'inclinaison haute ou dans l'inclinaison basse, eh bien, automatiquement, le rayonnement du soleil n'est pas le même, il n'est pas réparti de la même façon sur le globe. Encore plus
lorsqu'on le voit très bien à l'image, que les rayons centraux du Soleil, qui arrivent directement en ligne directe avec la Terre, en fonction de sa position, eh bien, ils sont puissants, mais ils sont beaucoup moins altérés par l'atmosphère que les rayons qui sont aux deux extrémités. On le voit très bien. Ici, quand la position du Soleil, elle est vers le haut, eh bien, on voit que le rayon du Soleil vers le haut, il est altéré par l'atmosphère, mais moins, évidemment, que le rayon du Soleil qui est à l'autre extrémité, ce qui est normal, puisque le Soleil est en inclinaison haute. Donc, automatiquement, eh bien, c'est la logique. Il est altéré plus au sud qu'au nord. Et finalement, c'est ce qui nous permet de comprendre le fonctionnement des saisons d'après la place de chacun des astres et de ce que nous dit Maïmonide. Vous voyez ici l'atmosphère et le rayonnement du Soleil. Et on va voir tout de suite qu'en fonction des rayonnements du Soleil et de la position, eh bien, au milieu, vous voyez, c'est altéré, mais beaucoup moins altéré que les rayons qui sont à l'extrémité nord, comme on peut le voir ici. Et on va pouvoir faire exactement le même constat. Si je suis en train maintenant de considérer que le Soleil ne va plus être à Cancer, c'est-à-dire Sartan vers le haut, et il va être en bas, et quand il est donc de l'autre côté, cette fois il éclaire vers le bas, et on a exactement le même constat, avec cette fois-ci le rayon du Soleil vers le sud qui est moins altéré, alors que le rayon vers le nord est beaucoup plus altéré, et même, possiblement parlant, que le pôle nord, lui, n'est pas du tout éclairé. À l'inverse, lorsque j'arrive à cette position-là, je le vois très clairement, je suis au Mazal Talé, c'est-à-dire à l'équinoxe, eh bien, il éclaire de la même façon, en haut et en bas. Il est altéré par l'atmosphère de la même façon, en haut et en bas. Du coup, en voyant ça, et en comprenant maintenant ce qu'on vient de dire ici par rapport à l'atmosphère, par rapport au moment où ça éclaire plus, où ça éclaire moins, eh bien, ça va nous permettre de comprendre maintenant, finalement, comment ça se passe au niveau du décalage qu'il peut y avoir entre le lever du soleil et le coucher du soleil. De la même façon, avant de dire ça, que, comme on l'a vu, l'inclinaison de l'axe des astres par rapport à la Terre bouge en fonction du Mazal, et qu'on en a 12. Si on a 4 saisons, on comprend bien que si lorsque le soleil est au Mazal Talé, d'accord, et qu'il éclaire directement au niveau de l'équateur de façon normale, eh bien, Talé et les 3 qui sont après, donc Talé, Shor et Théomim, correspondent au printemps. Sartan, Arié et Betula correspondent à l'été. Les 3 qui sont après correspondent, eh bien, à l'hiver, à l'automne, et les 3 qui sont après correspondent à l'hiver. Et donc, petit à petit, on revient à Talé pour revenir au printemps. Je remets l'image en marche, et maintenant, nous allons nous intéresser au décalage qu'il peut y avoir en fonction de la position entre le coucher et le lever du soleil. Imaginons que le soleil se trouve au Mazal Talé, au départ. On peut imaginer qu'une personne qui se trouve eh bien, à Jérusalem, par exemple, il a tout cet angle de vision que vous voyez sur le bleu, d'accord, et que le positionnement de cette personne, vous le voyez, c'est la petite flèche qui est en haut. Donc, lui, il voit quand il est sur le bleu, c'est-à-dire sur la phase hachurée en bleu, et sur toute l'autre phase, il ne voit pas. Imaginez maintenant que je mette en mouvement le soleil. On a dit qu'à Mazal Talé, il est sur la phase haute. Donc, que va faire le soleil avec le Galgal Yomi, le tour quotidien? Eh bien, il va évidemment tourner. Et quand il va tourner, qu'est-ce qui va se passer? Il tourne. Et en tournant, là, c'est quand il est à l'équateur. Hop, on le voit. Quand il est à l'équateur et qu'il tourne à Mazal Talé,
c'est-à-dire à 0 degré, on peut considérer que le lever du soleil, il est ici. Coucher du soleil plutôt, parce que c'est le moment où il est en train de voir, et dès qu'il basculera dans l'autre phase, c'est le moment où il ne voit plus. Donc le coucher du soleil, il est exactement à 6 heures. Donc quand on est à Jérusalem et qu'on est au printemps, le coucher du soleil est à 6 heures par rapport à l'inclinaison qui est à 0 degré. Mais le soleil, il avance. Et quand le soleil il va avancer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver après, du côté haut. Quand il est à Sartane, là, il éclaire sur le haut. Et là, ce qu'on voit, c'est que comme il y a un décalage, cette fois-ci, c'est pas à 6 heures que le soleil va se coucher, c'est 1 heure plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que finalement, lorsqu'on est en été, les jours sont plus longs. Parce que lorsqu'on est en été et qu'on est à Jérusalem, la place du soleil, elle a bougé, elle se situe plus à 30 degrés, elle se situe maintenant de l'autre côté, elle est à Sartane, et le décalage en fonction de ce qu'on voit, il produit que finalement, on voit qu'on est 1 heure plus tard. Parce que finalement, les jours sont plus longs quand on est en été. Le même constat, si on bouge et que maintenant, eh bien, on ne se situe plus à Sartane, mais on se situe à Sagittaire, là on est vers le bas, et là on voit bien que la position de la vision qu'on a, elle est toujours la même, sauf que à quel moment on va commencer maintenant à basculer entre le coucher et la nuit, c'est 1 heure plus tôt. Et donc c'est pour ça que en hiver, de l'autre côté, eh bien, le soleil se couche 1 heure plus tôt. Ce même constat, on peut le faire lorsqu'on parle non pas de coucher, mais lorsqu'on parle de lever de soleil. C'est exactement le constat inverse qu'on va pouvoir faire. Vous allez le voir à l'image, ici, également au niveau du lever. Voilà. On le voit, on est à moins 23,5 degrés quand on se trouve dans la position qui est celle que nous voyons à l'écran. Et donc, c'est à 7 heures du matin qu'il y a le basculement. Et de la même façon, on le voit ici, lorsqu'on se trouve sur l'équateur, il n'y a aucune différence, puisque lorsqu'on est à l'équateur, le soleil, il va éclairer lorsqu'il est à 0 degré, même lorsqu'il est de l'autre côté, de la même façon. Et c'est pour ça que la vision qu'on va en avoir, elle va faire que le lever, que le coucher du soleil, il sera toujours à 6 heures. Par contre, évidemment, quand on est dans une position qui est haute, comme vous le voyez ici à l'écran, si on est en haut du globe, alors là, c'est pas la même chose. Quand on est à Arié, Lyon, eh bien, on voit bien que lorsqu'on est en haut, on a une vision en haut, eh bien, le soleil, il va parfois éclairer, mais lorsqu'on va faire le tour, eh bien, automatiquement, il y a parfois des moments où on va avoir des jours qui sont très, très longs, et parfois des moments où quand l'inclinaison, elle va être complètement de l'autre côté et que le soleil il sera en inclinaison basse, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura carrément pas de jour. Et voilà pourquoi, lorsqu'on se situe dans les pôles, eh bien, parfois, il y a 6 mois de jour et parfois 6 mois de nuit, en intervertissant le pôle nord et le pôle sud en fonction de l'inclinaison du Galgal Yomi, de l'axe de tous les astres qui sont en train de bouger. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser encore à 2 principes généraux qui sont le molad, le renouvellement de la lune, et ensuite on parlera des moments où il faut rajouter un 13e mois, l'année embolismique. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est, on va parler du molad. On est donc à Mazal Talé, à 0 degré, Rosh Chodesh, Nissan. Que se passe-t-il? Le soleil et la lune, on a dit qu'ils avancent avec tout, il est 7 heures du matin, comme on avait vu tout à l'heure, mais ils avancent aussi un petit peu eux-mêmes. Ah, là on le voit très clairement, le soleil, évidemment par son propre mouvement, il est à 1 degré, alors que la lune, elle est à 13 degrés. Il y a donc, on le voit, 12 degrés d'écart. Mais la lune,
elle a avancé plus vite que le Soleil. Que se passe-t-il? Là, on est à un jour de plus. Imaginons maintenant qu'on continue à avancer, d'accord, un jour. Et on voit que le décalage, il se creuse. On est à 24 degrés d'écart, etc., etc. À chaque fois qu'on rajoute un jour, qu'on rajoute 10 jours, qu'on rajoute 20 jours. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à 29 jours? On voit qu'on y est presque. On l'a presque rattrapé. La Lune, elle n'est pas encore revenue dans son alignement avec le Soleil au bout de 29 jours parce qu'il lui manque encore un chouïa. Et ce chouïa, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une demi-journée. Voilà pourquoi on considère pour que la Lune, elle rattrape le Soleil, qu'il faut encore 29, pas 29 jours, mais 29,5 jours pour arriver dans l'alignement total entre la Lune et le Soleil. Et c'est ça qu'on appelle le molad, le renouvellement. Une précision importante, c'est que ce qui fait que nous voyons la Lune, c'est pas la vision qu'on en a directement de la Terre, c'est le reflet du Soleil sur la Lune. Et c'est pour ça qu'en fonction de la position de la Lune par rapport au Soleil, eh bien, on va observer le jour ou la nuit une Lune en fonction du mois qui avance, qui va être totalement différente. Et quand on arrive au renouvellement de la Lune, le Soleil est aligné totalement avec la Lune et c'est là qu'on va recommencer à voir la position initiale qu'on avait entre la Lune et le Soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle le molad, le renouvellement de la Lune. Maintenant qu'on a vu ça, cet alignement, on va parler maintenant du principe de l'année embolismique. On est revenu au Mazal Talé. On est revenu donc à notre position qu'on avait initialement. On est Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, et tout est aligné à 0 degré. Que se passe-t-il lorsque on va mettre en mouvement tout ça? Au départ, ils sont à 0, on l'a déjà vu. Et lorsque tout ça va avancer, on va voir que la position du Soleil et de la Lune vont être décalées. Et là, on fait faire les différents tours et on se rend compte, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'on fait un tour, on a 12 degrés d'écart. Ce qui veut dire qu'au bout de un molad, on a le tour du Soleil par rapport à la Lune. Il y a 12 degrés d'écart, mais le Soleil, lui, par son mouvement propre, il a été décalé uniquement de 1 degré par rapport à la Lune. Au bout de 2 molades, il a pris encore 1 degré et il est décalé de 2 degrés. Et au bout de 3 molades, 4 molades, 5 molades, 10 molades, que se passe-t-il? 10 degrés. Quand on arrive au 12e molade, au 12e renouvellement de la Lune, on a combien de décalage? On a environ 12 degrés, n'est-ce pas? Pour que la position du Soleil et de la Lune, là, qui sont presque à Mazal Talé, on le voit, ils ne sont pas encore arrivés à Mazal Talé, on a une position, on voit que pour pouvoir arriver au rattrapage entre la Lune et le Soleil, puisqu'on a à chaque fois 1 degré d'écart par rapport à la position initiale du Soleil, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rattraper les 12 degrés d'écart, 12 degrés environ. Mais comme on vient de voir que 1 degré égale 1 jour, puisque le Soleil, quand il fait son tour complet, lui, il ne se décale que de 1 degré, ça veut dire qu'au bout d'une année, le décalage pour que la Lune et le Soleil reviennent à leur position initiale, il est de 1 jour. Et au bout de 12 mois, il est environ de 12 jours pour que la Lune rattrape réellement le Soleil dans sa position initiale. Ce qui se passe, au bout d'un an, avoir environ 12 jours de décalage, environ 1 degré, puisque c'est plus entre 10 et 12. C'est que quand on arrive au bout de 3 ans, on a environ, comme on va le voir ici, 30 jours d'écart. Et voilà pourquoi, quand on arrive au bout de 3 ans, ce qui est obligatoire, c'est de faire quoi? Pour pouvoir faire en sorte que l'année du Soleil soit identique à l'année de la Lune, il faut
obligatoirement qu'on rajoute un mois. En rajoutant un mois, au bout de 3 ans, on a rattrapé les 30 degrés d'écart qui ont été causés entre la Lune et le Soleil, et ça nous permet de revenir à Mazal Talé. Pourquoi il faut revenir à Mazal Talé? Eh bien parce que le Mazal Talé correspond au printemps, et il est primordial, comme cela est marqué dans la Torah, que nous fassions la fête de Pessah au printemps. Parce qu'il est écrit que c'est Chodesh Ha'aviv, le mois du printemps. C'est la fête du printemps. Et le problème aurait été que si Rosh Chodesh Nissan, eh bien, il est trop décalé de 30 degrés, que se passe-t-il? Quand arrivera Pessah, on sera un mois avant et on ne sera pas encore rentré dans le Mazal Talé. On ne sera pas encore rentré dans la saison du printemps. Or, c'est impossible que la fête de Pessah ne tombe pas au printemps, puisque les mots de la Torah veulent que la fête de Pessah tombe tout le temps au printemps. Et donc, tous les 3 ans environ, on va rajouter un mois supplémentaire pour faire en sorte de refaire tomber sur ce décalage de 30 degrés, revenir faire en sorte que Rosh Chodesh Nissan y soit un mois après, en ajoutant le mois de Hadar Bet. Et c'est comme ça qu'on se permet de s'assurer que l'alignement entre le Soleil et la Lune y soit dans le Mazal. Voilà, c'est quelques principes généraux qu'il était important qu'on aborde ensemble pour pouvoir justement avoir une définition, je dirais, un peu plus claire des principes sur lesquels repose Rambam et sur les principes qui sont, je dirais, essentiels. Alors, s'il y a des questions sur ces principes généraux, je suis volontiers à votre disposition et j'y réponds. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On a quelques minutes avant de commencer le cours qui va suivre du prochain chapitre de Maïmonide, qui va parler, cette fois-ci, eh bien, des lois des témoins, et on va revenir sur le principe de l'année embolismique. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bien, c'est que j'ai été très clair. Je suis content, hein? Je peux vous en poser une quand même, Rav. Bonjour, bonsoir. Il était question dans votre présentation de définir la longueur des jours entre l'été et l'hiver, des jours plus courts et des jours plus longs. Et vous avez introduit la notion d'heure. Or, à l'époque, on ne parlait pas d'heure. Pourquoi? À quelle période on a commencé à dire, voilà, les jours font autant d'heures? Alors, ça revient à se poser la question sur Maaseh Bereshit, sur la création. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que puisque, eh bien, on évalue le temps à des millions d'années, alors que, d'après la Torah, le monde a 5781 ans, c'est peut-être que les 7 jours de la création, à l'origine, n'étaient pas en fait des jours de 24 heures, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'était des jours qui duraient beaucoup plus longtemps. Et ce qui fait que finalement, on en arrive au bout de 7 jours de la création à avoir atteint ces millions d'années et à avoir réussi à atteindre ça. Or, lorsque il est écrit dans la Torah, Yom Echad, jour 1, Vaïe Erev, Vaïe Boker, et ce fut un jour, et ce fut un matin, et ce fut un soir, et ce fut un matin, jour 1, cela veut dire, le Rabbi nous explique, qu'en fait la notion de temps, telle qu'elle a apparu dès le premier jour de la création, c'est exactement la même notion de temps que nous avons aujourd'hui, avec des heures de jour, des heures de nuit, mais une journée qui dure 24 heures. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment ça marche? Comment on peut faire coïncider cette histoire d'un côté des millions d'années et le monde qui a 7781 ans? Il y a plusieurs réponses qu'on peut donner. La première réponse, elle est que notre référentiel à nous, comme ce qu'on a dit à propos du référentiel géocentrique, c'est que finalement, ce qui compte pour nous, c'est ce que la Torah nous dit.
Ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de commencer à chercher, à se dire comment je peux faire coïncider les millions d'années avec le temps actuel en voulant changer la notion du temps telle qu'elle est aujourd'hui et celle qu'elle aurait pu être à l'époque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de l'époque est exactement le même temps d'aujourd'hui. Quand on parlait d'une journée au temps de la création, c'est comme une journée aujourd'hui. Et le monde a réellement 5781 ans. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que certainement que les principes de datation avec lesquels nous avons daté ces choses-là qui ont des millions d'années, ils sont basés sur des méthodes de datation qui sont plus, pour le moins, certainement imprécises. Et du reste, on le voit très clairement, les méthodes de datation qui sont utilisées aujourd'hui pour pouvoir dater des fossiles ou toutes sortes de choses en disant qu'ils ont des millions d'années, lorsque la datation elle est plus ou moins proche, la précision, elle est réelle. Mais dès que finalement on se rend compte que la datation, elle remonte à un nombre d'années qui est encore plus conséquent, la datation, elle est beaucoup moins précise. Ce qui veut donc dire qu'on se base peut-être sur des méthodes de datation qui nous font, a priori, penser que ces choses-là ont des millions d'années, mais la réalité, elle est totalement différente. J'aimerais soulever également deux autres points. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est que rien n'empêche de dire que Dieu, il a créé des fossiles et qu'avec le temps, ces fossiles-là enfouis dans la terre, eh bien, ils ont subi certaines métamorphoses avec les différentes couches et que finalement, ces différentes couches, elles nous ont fait croire que ces fossiles, ils ont des millions d'années, alors que Dieu, déjà à l'origine, il a mis ces fossiles-là vieillis. Parce que nous, on est persuadés que les fossiles que nous voyons, ce sont des fossiles, d'accord, qui ont eu une certaine durée de vie et qu'on commence à compter l'âge du fossile à partir du moment où on essaye de prendre la chose et on se dit, ben, on va faire la connexion entre les matières, ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce fossile, on va l'évaluer avec le carbone 14 ou avec toutes sortes d'autres moyens de datation. Et c'est comme ça qu'on va estimer combien, plus ou moins, d'années ont ces choses-là. Mais qui nous dit que Dieu, il n'a pas mis ce fossile tel quel dans le sol? Peut-être qu'il l'a mis tel quel. Parce que si on est en train de faire baser la datation du fossile sur des millions d'années, ça voudrait donc dire qu'on est en train de dire que Dieu, il est impossible pour lui de prendre un fossile, des ossements, de les mettre tels quels dans la terre, vieillis déjà, pour pouvoir finalement, eh bien, aboutir à ce que l'homme va avoir ce questionnement. J'aimerais aborder un second point. Lorsqu'on regarde la formule chimique du pétrole, c'est une formule chimique qui assemble un grand nombre d'éléments. C'est finalement la résultante de réactions chimiques en chaîne, les unes après les autres, qui se produisent pour permettre de faire aboutir ce que va être le pétrole. Demandez aux scientifiques d'estimer le temps que prend ces réactions chimiques en chaîne pour pouvoir faire en sorte que le pétrole apparaisse tel qu'il est aujourd'hui. Ça prend des milliards d'années si on essaye d'estimer les réactions chimiques en chaîne du pétrole. Et là, vous pouvez questionner les scientifiques et leur demander comment se fait-il que le monde, d'après vous, il a des millions d'années, alors que la réaction chimique d'un élément qui est enfoui sous le sol, qui est le pétrole, doit prendre des milliards d'années. Et là, on n'a pas de réponse. Nous, on en a une. Notre réponse, elle est que les éléments que Dieu a créés, certains éléments, ont été créés tels quels dans le monde. Ils n'ont pas changé. Ils ont été exactement les mêmes. Et Dieu, il les a créés tels quels. Alors nous, après, on essaye, dans certains cas, de vouloir dater ces éléments-là. Mais la datation de ces éléments-là, parfois, elle est même antérieure à ce que les scientifiques peuvent estimer. Et lorsqu'on voit l'imprécision avec laquelle on a du mal, et aujourd'hui, c'est des découvertes, tous les jours des nouvelles découvertes, certaines qui viennent remettre en cause des découvertes qui ont été déjà dévoilées antérieurement, et on est en train de remettre dans le sac tout ce qu'on avait dit, et finalement, chaque jour, on découvre de nouvelles choses. C'est beaucoup plus aisé pour nous
vont pouvoir considérer que les postulats sur lesquels la Torah est basée, les règles sur lesquelles la Torah est basée, avec les mesures de temps telles qu'elle les a estimées, sont les mesures qui sont réelles, et le monde a bien 5781 ans. Et c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Merci. Avec grand plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.